de la soirée. Fait que Mélanie, je vais te laisser te présenter, puis par la suite, on va pouvoir développer un peu ce qu'est le testament. Parfait. Alors, bonsoir tout le monde. Je me présente. Mon nom est Mélanie Fleurant. Je suis notaire depuis 23 ans. Et d'ailleurs, Chantal a été l'une de mes premières assistantes à l'époque. Ça nous Donc, rajeunit pas, ma ça belle nous fille. ramène très loin. Et en même temps, je veux te remercier, Chantal, ben, au nom de, en fait, à mon nom, mais surtout au nom de tous les gens que tu peux aider avec ton organisme de soutien. Ton Merci. travail est complètement exceptionnel. Bon, je sais que même le premier ministre l'a souligné, mais tu es quand même très souvent dans l'ombre et ce que tu fais est vraiment hors de Ben, merci, l'ordinaire. Mel. Donc, Merci. félicitations à toi Merci. et merci d'être là. Alors, bonsoir à chacun d'entre vous. Ça me fait plaisir de pouvoir vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est quoi l'avantage d'un testament et pourquoi on fait un testament. Évidemment que, bon, des fois, on se dit: «Est-ce que ça vaut vraiment la peine que je fasse un testament? Ça sert à quoi? Moi, j'ai pas grand-chose» ou «Ils s'arrangeront, c'est pas très grave». Le testament sert vraiment à exprimer vos volontés et c'est important que ce soit vos volontés à vous et c'est les volontés évidemment, en cas de décès, bien sûr. Donc on peut pas et c'est un acte qui est évidemment personnel. On peut pas se dire: «Ben moi, je peux faire un testament conjoint, mon conjoint et moi, on va se faire un testament ensemble, on va se laisser les biens». Ben c'est pas vrai. Vraiment, le testament au Québec est un acte qui est personnel et la technologie est avancée, mais c'est quand même un acte qui doit être rédigé. Je peux pas faire une vidéo aujourd'hui pour venir dire, hein, comme on peut voir dans certaines séries télévisées ou quoi que ce soit pour venir dire, ben, je vais vous exprimer mes dernières volontés, puis je vais le faire par vidéo. Je veux que ce soit respecté. La loi en ce moment au Québec ne permet pas ça. Ne permet pas de faire une vidéo, ne permet pas. Fait que ça nous prend vraiment un document écrit à cet effet-là. Alors Chantal, je te laisse changer la diapositive. Ça va bien. Évidemment, on se dit, ben, c'est pour qui un testament? Moi, je commence dans la vie, j'ai pas vraiment de biens, ou des fois, on se dit, j'ai presque plus de dettes que de biens, j'ai des prêts étudiants, j'ai toutes sortes d'affaires, ou on se dit, ben, moi, je suis en fin de vie, j'ai déjà disposé de tous mes biens, il me reste mon téléviseur et puis mon fauteuil. Ben, c'est pas tout à fait vrai. Il est jamais ni trop tôt ni trop tard pour permettre nos pour dans le fond, pour avoir nos volontés et pour dicter ce que l'on veut. Pourquoi? Parce que sinon, évidemment, ben, la loi est là et la loi prévoit nos héritiers, qui ne sont pas toujours les personnes de qui l'on voudrait qui héritent. Mais je vais attendre un peu plus loin parce que, bon, Ouais, on en évidemment, parle plus loin. je- c'est ça, parce que Chantal a préparé le PowerPoint. Alors voilà. Alors, c'est sûr que la loi détermine nos héritiers. Et bien, c'est qui nos héritiers? Ben, des fois, c'est totalement la personne. Et je pense que oui, Mado, vous allez avoir le document par courriel, hein, Chantal? Oui, absolument, absolument. J'ai vu la question arriver. Alors, Je les vois. évidemment que oui, la loi prévoit qui va hériter. Et des fois, ben, qui hérite? Dans un premier temps, peut-être que si je suis mariée, on se retrouve à dire que la personne qui hérite, ben, il y a mon conjoint. Ah, ben, c'est facile, moi, je suis mariée, j'ai pas besoin de faire un testament. Automatiquement, c'est mon mari ou c'est ma conjointe qui hérite. Oh non, pas du tout. C'est un tiers qui est le conjoint et les deux autres tiers vont aller aux enfants. Fait que des fois, ben, ça peut être un enfant qui est mineur, ça peut être un enfant qui est majeur, ça peut être un enfant qu'on a eu d'une autre union et là, on est remarié avec le conjoint. Alors, on voit que ça peut créer une zizanie. Il y a aussi des légendes qui viennent dire, ben,
au niveau du testament, c'est mon conjoint, j'ai pas besoin de faire un testament. Nous autres, on est à côté depuis, hein, on est en couple depuis 40 ans, on a eu 3 enfants. Parce que là, il y en a qui disent, ouais, mais si moi j'ai eu des enfants, automatiquement mon conjoint hérite. Pas du tout. Le conjoint, si on n'est pas marié, le Code civil présentement dit même pas qu'il hérite. C'est comme s'il n'existe pas. On va en Donc, tout reparler, Belle. Je ne sais pas si tu te rappelles, on va en reparler. et J'ai on en reparle plus loin. Parfait. ouais, ben les gens vont pouvoir plus comprendre parce que c'est très imagé. Fait que je pense que Super. ça va être cool de Alors, faire ça aussi. extraordinaire. Au Québec, comme je vous disais tantôt, on a 3 formes de testament. Ça doit être des testaments qui sont écrits. Ça ne peut pas être un testament qui est donné par volonté, que ce soit sur caméra, sur micro ou quoi que ce soit. Le testament notarié est évidemment le testament. On vient dire des fois, ouais, ben là, c'est bien beau le testament notarié, là, mais c'est le plus cher. C'est vrai que c'est le plus cher. Parce que c'est quoi les deux autres formes de testament? C'est le testament qui est holographe. Donc, celui-là, qu'est-ce que ça veut dire holographe? Ça veut dire je l'ai écrit de ma main ou je l'ai fait de ma main, je l'ai fait tout seul, je suis partie. Des fois, il y a des gens que je vois qui se partent d'un autre testament qu'ils ont déjà fait. Fait que là, il y a des gens qui ils partent un peu d'un testament notarié ou du testament du beau-frère ou de leur père qu'ils ont eu. Mais non, mais c'est vrai. Et là, ils retapent. Tu sais. Et là, à l'époque, le notaire écrivait je laisse la grâce à Dieu. Fait qu'il me retape ça. Je laisse la grâce à Dieu. Puis, alors, le testament holographe, évidemment, ben, on l'a fait nous-mêmes. Mais là, c'est bien cute à dire, mais il faut vraiment prouver qu'on l'a fait nous-mêmes. Fait qu'au décès, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que il faut avoir tous les moyens nécessaires. Il faut que ce soit vérifié, soit par un notaire ou soit par le tribunal qui va venir dire, ben oui, c'est vraiment l'écriture de Régent, ça. C'est vraiment Régent qui a écrit ça lui-même. Mais là, on se comprend que dans beaucoup de couples, des fois, c'est pas tout à fait Régent qui l'avait écrit, c'est Germaine qui l'avait écrit. Et là, ils ont signé tous les deux, Germaine et Régent. C'était-tu vraiment les volontés de Régent ou pas? Fait que le testament holographe, c'est celui que je fais par moi-même. Le testament devant témoin, ben là, on part. Puis là, il y avait, je sais pas si vous vous souvenez, là, des annonces à la télévision et le monsieur Cassel français, il disait qu'il y avait la Trust testamentaire canadienne. Et là, dans la Trust testamentaire canadienne, où il en vendait même chez Renaud-Bré des testaments qu'on faisait devant témoin, puis là, on remplissait des blancs. Bon, moi, je laisse tout à mon conjoint et là, je mettais le nom de mon conjoint, Régent. Et je laisse, si Régent est parti, je laisse à mes enfants Georges et Georgette. Bon, évidemment que ça nous prend aussi un témoin. Ça nous prend un témoin. Mais là, plein de gens qui nomment comme témoin, ben là, ils font ça ensemble avec le beau-frère et la belle-sœur. On s'installe, on fait nos testaments, on signe comme témoin sur le testament un de l'autre. Mais là, c'est bien beau. Mais mon beau-frère Régent, c'est lui que je voulais en plus qu'il soit le tuteur de mes enfants ou qu'il soit le liquidateur. Mais là, il ne peut pas agir comme évidemment témoin puis comme liquidateur parce que ça ne fonctionne pas. Dans mes deux formes, OK? Dans mon holographe ou dans mon devant témoin. Et là, dans la trousse devant témoin, ça vaut aussi pour des testaments qui sont faits devant avocat. Les gens vont dire, ben voyons donc, si c'est fait devant un avocat, un notaire, ça a la même formation. Il faut faire des recherches testamentaires au barreau du Québec. Si le testament est fait devant un avocat, il a la même forme que s'il est fait devant témoin. Il doit donc être homologué soit par une procédure devant la cour ou une procédure de vérification devant notaire. Là, on vient dire, ouais, c'est bien beau tout ça, mais c'est assez simple. Moi, je vais écrire à la limite de ma main, je vais mettre ça, je vais faire une double affaire, je vais faire signer mon voisin comme témoin. C'est réglé, c'est fait, j'ai mon testament. La réponse à ça, c'est oui, c'est vrai. Mais combien ça coûte faire homologuer ça en ce moment, dépendamment des régions du Québec, parce que dépendamment des districts judiciaires aussi, ça coûte entre 2 000 et 3 000 $ pour faire reconnaître ce testament-là véritable.
Là, il y a des gens aussi, des fois, qui se disent: «Hey, attends une minute, là, moi, j'ai fait un testament en 1987, mais là, ça se passera plus de même, là, parce que là, moi, je vais te rayer ça, là. Si tu penses que je vais faire hériter sur mon testament de 1987 mon beau-frère, il en est pas question, je raye ça». Fait que là, on a des gens qui rayent ce qui se passe sur des testaments, puis ils se disent: «Ouais, mais c'est un testament notarié». «Ouais, mais vous avez fait une modification à la main sur votre copie». Fait qu'on se retrouve que si on veut faire vérifier ça, parce que oui, ce qu'on veut, c'est la dernière volonté de la personne. Mais là encore là, qu'est-ce qu'on fait? On laisse une facture ou une fracture à notre succession parce qu'ils se retrouvent obligés de faire ça. Et là, des fois, ben, il faut qu'il retrouve le témoin. On ne sait pas trop c'était qui le témoin. On a pris un témoin qui signe en patte de mouche, là, tu sais. J'allais dire, si mon père est témoin, il fait un barbeau, on n'a aucune idée de où ça peut aller cette histoire-là. Ou mon témoin, il est mort. Il est prédécédé, tu sais. Fait que c'est compliqué en plus à ce niveau-là. Alors, le testament notarié, lui, il arrive avec, bon, dans un premier temps, on vient dire, il fait foi de son contenu. Il fait foi de la date à laquelle il a été fait. Parce que des fois, on va venir dire, et ça a été fait quelle date? Parce que là, on trouve un document ou on trouve quelque chose qui a été rédigé à la dactylo ou sur WordPerfect. Ça a-tu été fait récemment ou pas? Le testament notarié, évidemment, il n'y a pas d'ambiguïté. On sait, c'est devant un officier de justice du Québec et on sait, il a été fait à quelle date. Évidemment que le notaire va vous poser les questions et va rédiger les conséquences du testament. Nous autres, les notaires, quand on rencontre des gens, on est fatigant parce qu'on va venir dire, bon, là, c'est beau, là. Chantal, il se passe quelque chose avec vous, vous voulez tout laisser à Michel. Ouais, mais c'est Michel n'est plus là. Oh, ben là, quand Michel sera plus là, il décidera, là. Ouais, ben non, ta minute, c'est pas comme ça. Peut-être que Michel aura plus la tête pour décider non plus. Puis c'est vos volontés à vous. Ça veut pas dire que vous avez les mêmes enfants que Michel. Ça veut pas dire que vous avez les mêmes neveux que Michel. Ça veut pas dire que vous croyez aux mêmes organismes. Parce qu'il y a des gens qui décident de faire des dons dans leur testament, qui décident de donner à des organismes. Ça ne veut pas dire que ce sera ça. Évidemment que après le décès, bon, là, souvent, on va accompagner la personne dans la mort, tout ça. On prend la maison funéraire, on va à la maison funéraire, tout ça. Là, on se dit, OK, là, ils vont remettre une attestation de décès. Et là, on se dit, bon, je vais aller à la caisse, je vais aviser le propriétaire du loyer, et là, qu'est-ce qu'on se retrouve? On se retrouve que tout le monde nous dit, ça prend les recherches testamentaires. Mon Dieu, c'est quoi ça, les recherches testamentaires? Les recherches testamentaires, ils viennent de la Chambre des notaires du Québec et du Barreau du Québec. On peut pas dire, et moi je le sais, là, tu sais, des fois j'ai des clients qui viennent, qui sont en fin de vie, qui ont leur date de fin, ils ont l'aide médicale à mourir le 22 février. Alors, on a fait un testament le 4 février. Tout le monde le sait, c'est son dernier testament. Il est venu pour ça. Mais je peux pas dire, ah oui, 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 c'est vraiment son dernier testament, là, il l'a fait le 4 février. Non. Qu'est-ce qui nous prouve que c'est ça? C'est vrai que c'est de date récente, mais ça veut pas dire. Ça, c'est la recherche testamentaire. Donc, chaque individu, chaque décès, dès qu'on a un décès au Québec, qu'est-ce qui se passe? On a un décès. Au Québec, évidemment, ça doit être géré par une maison funéraire qui va émettre l'attestation de décès. On a aussi le directeur de l'État civil qui va nous remettre un certificat de décès. Il faut en faire la demande. Et avec ça, on fait nos recherches testamentaires à la Chambre des notaires et au Barreau du Québec. Donc, si j'ai fait un testament notarié, le testament notarié va me sortir. Ça va dire, parfait, moi j'ai fait un testament notarié avec Mélanie Florent le 4 février 2026. Donc, tout le monde sait que le document que j'ai ici, qui est mon testament du 4 février 2026, est vraiment mon dernier testament. Alors, évidemment que vous avez compris, je saute un peu du coq à l'âne, mais si dans mon testament, c'est écrit que
Euh, Finalement, j'ai un testament notarié de 1987 qui est écrit sur ma recherche testamentaire, mais je me retrouve avec un testament holographe. La personne a rédigé ses dispositions à la main en 2022. Qu'est-ce qui va primer? C'est la dernière date qui prime. Donc, c'est le testament de 2022 qui va primer. Comment va falloir faire pour prouver que c'est bel et bien mon dernier testament, même si mes recherches testamentaires prouvent que j'avais fait un testament notarié en 87. Ce qui prouve que c'est mon dernier testament, ça va être l'homologation devant le tribunal ou devant notaire. Cette procédure-là coûte entre 2 et 3 000 si je n'ai pas de problème. Là, évidemment, pourquoi je dis si j'ai pas de problème? Parce que si quelqu'un conteste, à ta minute, mon Régent, il savait même pas écrire. C'est pas vrai que c'est lui qui a écrit à la main, là. Il savait pas écrire. Mon oncle, il le savait pas. Fait que là, ça prend des fois des expertises au niveau de l'écriture et tout ça pour faire foi que c'est bel et bien le dernier testament. Et souvent, ce qui est d'une tristesse monumentale, c'est que mon dernier testament est un testament soit holographe ou soit devant témoin. Il faut que je le fasse homologuer, ce qui prend des délais et ce qui prend de l'argent aussi à la succession. Succession qui, des fois, on vient dire, mais Seigneur, c'était-tu gentil? Il me laissait tout, mais là, il m'a laissé 3 500 $. Ça va me coûter 3 000 $ pour faire homologuer ça. Et ça vient tout ça avec des délais qui sont longs. Quand j'ai mon testament notarié, lui, ma recherche testamentaire prouve que c'est mon dernier testament, eh bien, je peux l'utiliser partout. Donc, je peux aller pour les comptes bancaires, pour le bail, pour la maison, pour l'hypothèque. Je peux vraiment tout faire avec ça. Chantal a prévu ici, au niveau des questions qu'elle avait eues, c'est quoi le rôle d'un liquidateur? C'est qui le liquidateur? Avant 1994, puis dans le langage commun, souvent, on appelait ça un exécuteur testamentaire. Fait qu'on connaît, on dit, ben oui, c'était son exécuteur testamentaire. C'est la personne qui vient exécuter le testament. C'est la personne qui va venir liquider la succession. Cette personne-là, c'est une personne clé. Il faut nommer la bonne personne. Des fois, on a fait un testament en 1980, puis on a nommé comme liquidateur le beau-frère. Et Robert, il était comptable, il était bon avec les papiers, il s'est occupé de la succession de grand-maman Pierrette. Il est vraiment bon. Fait qu'on nomme le beau-frère en 1980. Là, finalement, on regarde notre testament, on dit, ben, c'est bien beau ça. Moi, je laissais tout à ma femme, puis si ma femme n'est pas là, ben, je laisse tout à mes enfants. C'est beau, mes enfants, j'ai 3 enfants, c'est bien eux autres. Mais là, attends une minute, là. Tu avais nommé dans ton testament de 1980 le beau-frère Robert. Pour Lynn, j'ai vu votre question, je vais y répondre. On avait nommé dans le testament 1980 le beau-frère Robert pour agir. Mais là, Robert, il a Alzheimer depuis 2000 ans. On fait quoi avec ça? Fait que des fois, où Robert, il est rendu à 86 ans, mais là, il ne comprend pas là, il ne peut pas agir comme liquidateur. Il faut qu'il renonce, tu sais. Fait que des fois, c'est important, même si on a un testament notarié, de le regarder au fil des ans. Parce que c'est sûr qu'on va dire, attends une minute, là, il s'est passé des choses dans la famille, puis moi, je voudrais pas que ce soit lui qui s'occupe, là. Là, il est super fin, mon fils, mais il a fait faillite 3 fois. C'est pas la personne. Ça a beau être le plus vieux, c'est pas lui qui va pouvoir liquider la succession. Il a pas fait ses impôts depuis 5 ans, tu sais. Fait que cette personne-là est un rôle clé. Lynn, j'ai vu votre question qui venait dire les recherches testamentaires, ça prend combien de temps? Je pense que le sens de votre question était à ce niveau-là. La recherche testamentaire au barreau du Québec et à la Chambre des notaires, on peut avoir la réponse dans un délai de 24 heures. Bon, là, il y en a qui vont peut-être me lancer des tomates, dire, ben voyons donc, on a attendu, on a eu un problème au barreau du Québec à cause du recours tabac. Il y a eu le recours tabac qui est arrivé au Québec et qui donnait des droits pour tout
tous les gens qui étaient reliés à une cause qui était liée à la cigarette pouvaient s'inscrire à recours tabac. Ils avaient 6 mois pour le faire. Ça l'a embourbé les recherches testamentaires car ils devaient ressortir les recherches testamentaires de papa qui était décédé en 1987. Fait que le barreau du Québec s'est retrouvé, la Chambre des notaires aussi, là, mais ils ont réglé ça plus rapidement. Ça a été très long avant de réussir. Ils mettaient jusqu'à de 6 à 8 semaines. Fait avant de réussir à envoyer la preuve de recherche testamentaire. Mais aujourd'hui, dans le temps qu'on est aujourd'hui, on peut l'avoir dans un délai de 24 heures. Ça coûte des délais supplémentaires. Sinon, on l'a environ en dedans d'une semaine. Ah, ça a C'est changé depuis assez longtemps, rapide. Mélanie. Oui, ça a changé, hein. Ça a changé. Aujourd'hui Nous, ça dépendait de la date qu'on l'envoyait. Puis si on était chanceuse puis qu'on l'envoyait près du 15, bon, on tombait dans déjà la batch puis tu le sortais rapido. Sinon, c'était long, vierge. exactement. Puis pourquoi Chantal parle du 15, c'est que tous les notaires du Québec doivent rendre compte parce qu'on dit: «Ouais, c'est bien cute, là. Moi, j'ai fait un testament chez le notaire, je sais même plus, là, aux îles de la Madeleine, j'habitais là dans le temps. Comment ils vont faire pour retrouver mon testament au décès? C'est beau de dire ça, je m'en souviens même plus avec qui je l'ai fait». Alors, on fait une recherche testamentaire, mais pour qui va le sortir. Par contre, pour que ce soit inscrit à la recherche testamentaire, tous les notaires au Québec doivent rendre compte à la Chambre des notaires du Québec 2 fois par mois. Pourquoi Chantal parlait du 15 tantôt? Le premier et le 15 du mois, on doit envoyer les testaments qu'on a faits dans les 15 jours avant. Alors moi, à chaque premier de chaque mois, j'ai l'obligation d'envoyer à la Chambre, j'ai fait le testament de Thérèse, de Régent, de Roger. Les testaments sont enregistrés parce que, tu sais, j'étais pour dire des Roger Tremblay, particulièrement au Saguenay, né en 1954, il y en a plusieurs. Comment je fais pour savoir que c'est bel et bien mon Roger Tremblay? Les enregistrements sont faits sous la date de naissance et le numéro d'assurance sociale. Alors, là, on retrouve la personne par ces numéros-là. Des gens qui vont dire: «Ouais, mais avec tous les vols d'identité qu'ils ont eu, combien de gens ont changé le numéro d'assurance sociale?» C'est prévu également à ce niveau-là, au niveau de la recherche. Ça va fonctionner aussi chez des gens qui ont eu des changements de nom. OK? Bon, on est dans des contextes aujourd'hui, des fois, où Nathalie devient Olivier et tout ça, ça change à ce niveau-là également. Alors, c'est un peu le rôle que le liquidateur. Dans nos liquidateurs, je vais juste revenir un peu sur le rôle du Ah oui, liquidateur. excuse-moi. Non, non, Excuse-moi. il n'y a pas de problème. Mon liquidateur est, bon, ça prend quelqu'un, ce qui est bien important de choisir, c'est quelqu'un qui, un, a toute sa tête, et deux, c'est quelqu'un qui est résident canadien. Ça, c'est essentiel. Résident canadien au niveau des lois fiscales. Aujourd'hui, on a des gens à la retraite qui volontairement décident d'être des non-résidents canadiens fiscaux, mais ils ont des passeports canadiens, ils ont tout, là. C'est des Canadiens, c'est Sophie Turgeon, mais elle habite au Costa Rica ou elle habite en France ou elle habite. Fait qu'on dit, ben non, mais c'est ma cousine Sophie qui va s'en occuper, là. Ma cousine est comptable. Non, 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 attends une minute, là. Parce que si le liquidateur est non-résident canadien, la succession devient non-résidente canadienne. Fait qu'on va dire, c'est pas possible, là. Alors, c'est vraiment important que notre c'est une clause que le notaire va mettre dans le testament qu'il faut absolument que le liquidateur soit résident canadien. Sinon, on passe au suivant. Puis si on passe à tous les suivants parce qu'il y en a un qui est mort, il y en a un qui fait l'armée, il y en a un qui est en Afghanistan, qui a changé de résidence fiscale, ben, à la limite, les héritiers vont nommer un liquidateur. On va déjà prévoir ces clauses-là dans le testament. Parce que ce qu'on ne voudrait pas, c'est parce que la résidence de la succession prend la résidence fiscale du liquidateur. Fait qu'on ne voudrait surtout pas que notre succession devienne non-résidente canadienne, parce que là, tous les biens deviennent imposables comme si c'était des biens de non-résidents. Ouch.
C'est souvent une question qu'on a de dire: «Attends une minute là. Là, l'impôt», parce qu'on le sait tout, hein, malheureusement, notre souhait, ce serait tous de dire: Je laisse mes actifs à ma famille et je laisse mon passif à l'État». Ça, ce serait ce qu'il y avait de plus beau, hein, on se comprend? On pourrait envoyer ça toutes les dettes. Malheureusement, évidemment, vous aurez compris que ça ne fonctionne pas comme ça. Mais qui est imposé? C'est-tu l'héritier? C'est-tu moi, j'ai un héritage, là, je vas-tu payer de l'impôt là-dessus? Le chalet de ma tante Yvette, qui paye l'impôt? C'est toujours le défunt. Le défunt est réputé vendre ses biens la minute avant de mourir. C'est sa tête d'impôt à lui qui est imposée. Donc, évidemment que Régent, il y avait foule de REER. S'il vend ses REER demain matin, évidemment qu'il y a une charge fiscale. Régent, il y avait une maison à Ville-Mont-Royal qui a payé 100 000, qui vaut 2 millions aujourd'hui, gros gain en capital. Comme c'était pour Régent sa résidence principale, ce n'est pas imposable. Le REER, il y a un roulement. En fait, tout ce que j'ai, je peux le rouler en faveur de mon conjoint ou de ma conjointe. C'est pas obligé d'être un conjoint marié, ça peut être un conjoint de même sexe, il n'y a pas de problème. Je peux rouler mes biens et il n'y a pas d'impact fiscal à ce niveau-là. C'est mon conjoint qui, lui, quand on va retirer les REER, paiera l'impôt comme s'il retirait les REER. Mais là, on vient dire, à ta minute, là, ça va être facile, les REER. Il n'y a pas de. Moi, je laisse mes REER à mes enfants. C'est ça que je veux, moi. Ben non, à ta minute, là, si tu les laisses à tes enfants, tes REER, t'es pris pour payer la charge fiscale parce que toi, Régent, t'es réputé les avoir vendus la minute avant de mourir. Fait que, tchitching, on envoie le chèque au gouvernement. Des fois, il y a des gens qui sont une deuxième union. Vous savez, là, bon, les tiens, les miens, les nôtres, qui ont des enfants chacun de leur côté, ils ont des enfants ensemble, disent, ben, je vais laisser le REER aux enfants, la maison au conjoint, paie plus facile. Peut-être pas la meilleure stratégie fiscale. C'est pour ça que ça vaut la peine d'en parler à un notaire, parce que on veut être sûr que fiscalement parlant, ce soit aussi le plus avantageux, parce que l'argent reste de l'argent de famille. Tantôt, on a parlé des testaments notariés. C'est quoi les avantages? Dans mon testament notarié, là, j'ai deux gros cadeaux que je ne peux pas mettre ailleurs que dans un testament notarié. Je vais venir dire, moi, tous les legs que je fais sont des propres et des propres seulement. Ça veut dire quoi ça, des propres? Ça veut pas dire que j'ai tout lavé mes affaires avant, j'ai tout cleané, là, tout est bien propre. Pas ça pantoute. Cette clause-là, ce qu'elle veut dire, c'est que ça rentre dans aucun régime matrimonial, OK? Ma fille Nathalie a toujours tripé sur Kevin. Kevin s'est jamais intéressé à Nathalie, il veut rien savoir. Bon. Là, Kevin, il a appris que Nathalie allait hériter de 2 millions de dollars ou allait hériter de sa mère 2 millions de dollars. On avait une assurance vie, on avait le recours tabac, on avait tout. À ta minute, là. Lui, il dit, moi, pas de problème, moi. Moi, te la marier, Nathalie, moi, te la sacrer là dans 2 ans, m'a ramassé la moitié du 2 millions. On a pensé à ça. Tous les biens que vous léguez dans un testament notarié sont des propres et des propres seulement. Ça va dans votre lignée à vous autres. Ça s'en va où? À vos neveux. Vous voulez laisser ça à vos neveux et à neveux seulement. Ça va pas à la blonde, au chum, au nouveau blonde, à la nouvelle chum, le mariage, pas de mariage, l'union parentale. Non, c'est non. Ça va directement en ligne directe et ça ne rentre pas dans les régimes matrimoniaux. T'as beau te divorcer, t'as beau avoir eu le plus gros héritage, hein, mettons là, que je suis l'enfant de Pierre-Carl Pellado, ça se peut que j'aie un pas pire héritage. Mais non, 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 hein, tu sais, Julie, elle a eu droit à pas grand-chose. Mais les enfants de Pierre-Carl Pellado, il va dire dans le testament, on laisse ça seulement à Thomas et à Thomas seulement. Fait qu'elle aurait beau marier quelqu'un, ils peuvent pas aller chercher ça. Puis ça descend de famille. Et ça se rend aussi
une succession insaisissable. Dans un testament notarié, je peux venir prévoir, et tous les notaires vont vous mettre ça, que les biens sont insaisissables, à moins de les rendre nous-mêmes saisissables. Ça veut dire ça, insaisissable. Moi, là, mon fils, là, il a une business de pavé uni. Ça roule ses affaires, achète du pavé uni. Et puis, il installe ça, les gens le payent en cash, comprenez-vous, ça coûte moins cher, il sauve, il sauve, il sauve. Et là, évidemment, que le ministère du Revenu dit, wow, attends une minute, mon petit homme, là, t'as acheté pour 400 000 de pavé uni, mais t'en as installé pour 100 000 cette année, un problème ici, là. On te cotise, on va te saisir, on va saisir ta maison. Oh, 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 minute. Dans le testament de grand-maman ici présent, on avait une insaisissabilité parce que mon fiston Patrick a acheté sa maison avec l'argent que mamie y avait laissé. Puis dans le testament de mamie, c'était écrit que c'était insaisissable. Là, peut-être que je vous fais penser, ben mon Dieu, c'est bien trop vrai ça. Moi, j'ai pris l'argent que ma mère, que ma grand-mère, que mon oncle, ça a été mon cash down sur la maison. Et c'est le plus beau cadeau qu'il vous a fait. C'était pas de vous donner le 5000 pièces, c'est que ça rendait tous les fruits et revenus que vous avez achetés avec cet héritage-là se rendent insaisissables. Fait que le ministère du Revenu ne peut pas aller saisir la maison, même si vous avez plein d'équité dedans, parce que la mise de fonds venait de la succession de mamie qui avait écrit ça dedans. Mais si je fais un testament holographe ou la trousse testamentaire canadienne ou XYZ, évidemment que ce n'est pas permis parce que c'est des clauses qui doivent être dans un testament notarié en minutes. Alors, je dis aux gens, juste cette clause-là, elle vaut le testament en soi. Quand on a des divorces, quand on a euh, quelqu'un qui vient nous saisir, bon, c'est souvent le ministère du Revenu et tout ça, on pose ces questions-là, puis on dit, oh, oh, attends une minute, tu ne peux pas venir saisir l'argent qui vient de la succession. Alors, j'ai déraillé un peu du rôle du liquidateur. Bon, évidemment, comme je vous disais tantôt, on a beaucoup de, de compréhension, puis les gens pensent de dire, ben moi, je vais te régler ça bien simple, là. Nous autres, on va se marier. Ça règle tous les problèmes. Je l'entends, c'est là. Non, mais Maître Farine, nous autres, on n'aura pas besoin de testament parce qu'on se marie cet été. Bon, mais ça, c'est pas une bonne affaire, là. C'est pas parce qu'on se marie qu'on n'a pas besoin de testament. Parce que le testament, comme je vous disais tantôt, le Code civil vient prévoir, bon, qui hérite de quoi, c'est qui mes héritiers si jamais je décède. Mais mon conjoint, vous avez vu ici, il est juste à un tiers. Fait que mon conjoint va avoir un tiers. Puis là, mon 2 tiers va s'en aller aux enfants, si j'ai des enfants. Puis là, après ça, ça va être la descendance de ces enfants-là, puis tout ça. Mais ça pourrait aussi être, ah ben mes parents sont en vie. Fait que là, vous imaginez le scénario. Moi, j'achète une maison avec mon conjoint Patrick, on est ensemble, tout ça, on a payé, puis là, je vais mettre mon conjoint Pierre-Carl, mettons. Fait que là, Pierre-Carl, il paye ma maison, tout ça, là, tu sais, on a une grosse affaire. Mais là, au décès, là, Pierre-Carl, si c'est mon conjoint marié, si c'est mon conjoint non marié, il y a droit à zéro, un droit à rien. Si j'ai rien prévu, il n'y a rien. Mais mes parents, hein, mes parents que je parle plus, là, parce que moi, ils me tapent ses nerfs, ou mon père, c'est pas un bon père, je leur parle plus. Mais ça, c'est pas une raison d'hériter ou pas. C'est que je leur parle ou non, qu'ils fassent mon affaire ou non, ils héritent. C'est ça qui est beau. Fait que là, tu sais, on s'entend là, que j'étais pour dire, là, je donne des faits, là. C'est pas parce que c'est mes faits, c'est pas parce que c'est mes faits à moi. Mais moi, mon père, là, vous voyez le genre, là, alcoolique notoire, bien-être social qui attend directement que d'avoir le tiers de ma maison. Si vous pensez qu'il va renoncer à ça, la réponse c'est non. Fait que là, Pierre-Carl va se retrouver copropriétaire avec l'alcoolo de la maison. Ça marche pas pantoute, là. Sinon, on a mes frères et sœurs aussi. C'est-tu pas beau ça, les frères et sœurs? On leur parle ou non? Et là, il faut faire attention parce que là, il y a des gens qui disent, ah ben là, moi, tu sais pas, c'est pas des frères et sœurs, c'est des demi-frères, des demi-sœurs. Parce que là, c'est ça qui arrive, hein. Vous comprenez qu'au fil des ans,
Alors là, on se retrouve dans un pêle-mêle parce que évidemment que, ben là, c'est les enfants de mon père et les enfants de ma mère et les enfants fait que c'est pas toujours les gens qu'on aurait nommés. Et là, évidemment que si j'ai un conjoint de fait, alors je suis avec mon Pierre Carl, on n'a pas eu on s'est pas mariés, mais j'ai des enfants, ben mon conjoint, il y a rien là, c'est mes enfants, c'est mes petits mineurs ou là, les petits mineurs. Ça, c'est compliqué parce qu'évidemment que si j'ai rien prévu, là, ça prend, vous vous doutez, ça prend une assemblée de famille. Après ça, il va falloir nommer un conseil de tutelle, puis il va falloir là, souvent, quand on nomme un conseil de tutelle, puis quand on fait des assemblées de famille, et là, c'est pire. Si j'ai pas fait de testament, puis là, on n'a pas de tuteur, tu sais, on n'a pas nommé personne, nous autres, parce que on s'est dit, on n'a pas besoin de faire ça, trop jeune encore, 36 ans, là, pas besoin de ça. Fait que, évidemment, qu'on n'a pas nommé le tuteur. Ben là, c'est qui va se faire nommer tuteur? Ah, ben là, on a la belle-sœur qui arrive, puis dit, mais moi, je suis la marraine du plus vieux. C'est à moi. C'est à moi d'être nommé tuteur. Non, non, c'est pas parce que tu es marraine que tu es tuteur. Ou qui va se faire nommer? C'est la personne qui crie le plus fort dans les familles. Et là, la personne qui crie le plus fort dans les familles, on a tous des noms en tête. Et pas souvent celle qu'on voudrait, hein? Ni pour gérer les sous, ni pour, surtout pas pour gérer nos enfants, tu sais, parce que je dis tout le temps, bon, l'argent, c'est comme des fois, il y en a qui me disent, je sais pas, j'ai personne, j'en ai pas de liquidateur. Puis bon, malheureusement, des fois, plus les gens sont vieillissants, je rencontre beaucoup de veufs qui n'auraient jamais pensé que c'est le conjoint qui partirait en premier, puis là, qui se disent, je le sais pas, moi, j'ai rien que des neveux à qui j'ai pas parlé depuis 40 ans, je leur parle pas. Ben, il y a des firmes professionnelles où il y a des professionnels, tu sais. On peut toujours nommer, à la limite, la fiducie des jardins comme liquidateur de notre succession, mais on n'enverra jamais nos enfants mineurs à fiducie des jardins. Bon, peut-être à l'adolescence, on pourrait tous les envoyer quelque part, mais sinon, on ne fera jamais ça. On veut nommer le tuteur nous-mêmes et on veut que ce soit la bonne personne à ce niveau-là. C'est ça qui est essentiel parce que sinon, ce ne sera pas nécessairement la bonne personne. Et c'est compliqué parce que dans plein de familles, je me retrouve avec des situations où j'ai un frère ou une sœur qui est décédé, ils sont 8 enfants, bon, il avait pas fait de testament. Là, il se retrouve qu'il faut que je retrouve les 8 frères et sœurs. Il y en a qui ne savent même pas sont où. On est obligé de mettre des enquêteurs privés parce que on peut pas venir dire, ben là, finalement, on est 7 vivants, tu sais. Ben non, mais c'est parce que lui, s'il a eu des enfants, c'est ses enfants qui héritent. Ben, je le sais-tu, s'il a eu des enfants, je sais même pas, il est où depuis 40 ans. C'est compliqué. Fait qu'il faut parce qu'il faut sortir toutes les certificats de naissance de tout le monde, la hiérarchie, puis des fois, juste de retrouver les personnes, c'est complexe. C'est sûr que ce que je veux que vous reteniez, c'est que ça vaut la peine de consulter un notaire pour justement pouvoir mettre nos volontés, pouvoir faire ça. Puis des fois, on dit, moi, je ne sais pas à qui, peut-être j'aurai des enfants, peut-être j'en aurai pas, peut-être. Tu sais, je rencontre des couples là, qui s'achètent des maisons, ben, on prévoit tout de suite, ben, ça va aller peut-être au conjoint ou telle partie à ton frère. Si tu as des enfants, ça ira à tes enfants. Puis si tu as un de tes enfants qui prédécède, ça s'en ira à tes petits-enfants. Je n'ai même pas d'enfants encore. Ben non, mais ce sera prévu. Ce sera là. Fait qu'au moins, ça va être ça pour que ça avance dans le fil du temps. Ça vaut la peine si notre situation change. On va dire, bon, les bons notaires vous diraient, il faut revoir, il faut regarder, que vous relisiez votre testament aux 5 ans. Moi, je ne pas vous dire, peut-être aux 10 ans. Puis des fois, on le relit, puis on dit, oh mon Dieu, ben oui, j'avais nommé Ludovic pour agir à ce niveau-là. Ça marche pas. Ça, Ludovic, il est résident en Chine maintenant. Fait que c'est ça qui est à voir à ce niveau-là. Et quand vous rencontrez, parce que des fois, il y en a qui disent, oh, je suis prête, moi, à voir un notaire? Je ne sais pas trop. Premièrement, les rencontres peuvent se faire en Teams aussi, comme ça. La majorité des notaires peuvent vous rencontrer en Teams. Et
après ça, pourront vous voir pour la signature et vont vous poser les questions, vont voir qu'est-ce qui s'applique à vous, c'est quoi le meilleur scénario à vous. Parce que des fois, il y a des gens qui disent, je veux me préparer. Ben, je dis toujours, dans ce temps-là, préparez-vous au pire. Pourquoi je dis ça? C'est de se dire, ben, OK, ben là, je laisse ça à mon conjoint, mais si mon conjoint est mort, j'ai pas d'enfant, ou j'ai pas de. Je laisse ça à qui? Et puis, on a tendance, tu sais, là, je veux pas faire d'allégeance de religion ou quoi que ce soit, mais il n'y a pas un juif qui décède à Montréal sans laisser de l'argent à son hôpital. Nous, les Québécois, ben, souvent, tu sais, j'étais pour dire, moi, quand ma grand-mère est décédée, j'ai eu ses pantoufles à chaussette du 7, moi, chose du 11. Fait que les pantoufles me font pas, mais Une c'est- noune. c'était ça, tu sais. Mais aujourd'hui, les gens laissent des choses, laissent des biens, laissent des polices d'assurance vie, laissent tout ça. Il faut prévoir. Et des fois, ben, on peut aussi penser à des organismes, penser à des causes qui nous tiennent à cœur. Penser, bon, on pourrait donner à À le l'organisme qu'on aime SPAOC. tant ici, Oui. exactement. Et puis des fois, c'est que fiscalement parlant, là, tu sais, tantôt, je vous disais, quand je décède, là, faut que je paye l'impôt avant. Je suis réputée avoir vendu. Mais quand dans ma succession, justement, j'ai fait des dons, tout ça, c'est déductible d'impôt. Fait que souvent, ça vaut la peine de donner de l'argent à des organismes. Si j'en ai, là, tu sais, parce que justement, on le sauve, puis tant qu'à le donner au ministère du Revenu, puis à l'Agence du Revenu, puis tout ça, pourquoi pas le donner à un organisme? Puis tout don fait une différence. Je peux, dans un testament, prévoir que je donne 500 $, que je donne 1000 $, que je donne. J'ai des gens qui donnent 25% du capital de leur succession. On ne le sait pas, ça va être combien. On ne le sait pas, mais c'est important pour eux de donner à l'hôpital, de donner à la SPCA, de donner au Club des petits déjeuners du Québec, de donner ici à notre organisme. Ça fait une différence. Et tout don fait une différence. Puis tant qu'à faire hériter quelqu'un que, oh, on va laisser ça à mes neveux, là. Mais c'est vos neveux, là, vous n'êtes même pas sûr. Leur nom de famille, est-tu composé, pas composé, comment il s'appelle? Il y a des gens qui ne le savent pas. Pourquoi pas donner, justement, à des organismes qui ont fait une différence pour vous? Puis ça pourra rester en pérennité puis faire une différence pour les autres. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions. On va ouvrir les